Bonjour à tous. Alors hier, je me suis arrêté aux autorités qui ont le pouvoir de police administrative générale, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des mesures tendant à protéger, prévenir, protéger l'ordre public étant entendu par ce contenu, tranquillité, salubrité. Ah, on m'entend pas. D'accord. Ah, je m'assoupir. Alors, donc je disais, donc hier, je me suis arrêté à une section, consacrée aux titulaires, du pouvoir de police administrative, ah non, d'accord, très bien, monsieur. D'accord. Alors je me réinstalle, donc je voyais donc les titulaires du pouvoir de police administrative générale, c'est-à-dire les autorités qui ont le pouvoir, de prendre des mesures, pour, protéger l'ordre public. C'est de la prévention, c'est pas de la répression. L'ordre public étant entendu, je l'ai vu là hier également, par le contenu suivant: tranquillité, salubrité, sécurité publique et protection de la dignité de la personne humaine depuis l'arrêt, commune de Morsan-sur-Orge de 95. Il y a un mot que je n'ai pas utilisé d'ailleurs hier, quand j'ai vu enfin si, peut-être que je l'ai utilisé, mais je n'ai pas insisté, sur, les motifs qui peuvent conduire l'autorité de police administrative générale à prendre une mesure de police administrative générale. On parle de motifs. Motifs d'ordre public, c'est-à-dire de sécurité, de tranquillité, de sécurité publique, de salubrité, protection de la dignité de la personne humaine. Ce sont des motifs. Un acte administratif, vous voyez, parce que c'est un chapitre qui va suivre dans quelques temps. Un acte administratif comporte un dispositif, une décision. J'autorise, j'interdis, je réglemente. Et il repose sur des motifs. J'interdis, je réglemente, j'autorise pour telle et telle raison. Ça, ce sont les motifs. Et donc, il y a une question qui va se poser plus tard, que je verrai plus tard, qui est de savoir quel est le contrôle qu'exerce le juge sur les motifs. Et donc hier, j'ai vu la première autorité de police administrative générale, le président de la République, qui tient ce pouvoir depuis l'arrêt Labonne de 1919, et très important en 1919 parce que, comme vous le savez, sous la Troisième République, il n'y avait pas de pouvoir réglementaire autonome. L'exécutif ne pouvait agir que si la loi l'avait autorisé à le faire. Une exception, en matière de police administrative générale. Le président de la République a pu créer le permis de conduire alors qu'aucune loi ne lui avait habilité à restreindre la liberté. Avant, vous pouviez conduire librement une voiture. Maintenant, avec le permis de conduire, il faut passer des examens, remplir certaines conditions. Ben, normalement, sous la troisième ou la quatrième, seule la loi peut autoriser l'institution d'un tel acte, sauf en matière de police administrative, pouvoir réglementaire autonome. Et je vous avais dit, le Conseil d'État a jugé en 1960 que, après la Constitution de 58, ce pouvoir réglementaire de police existait toujours, n'avait pas été supprimé par la Constitution de 58. Deuxième autorité de police administrative générale, je vais être assez rapide, c'est le maire. Donc, paragraphe 2, le pouvoir de police du maire. Alors, je vous ai dit, je vais être rapide parce que j'en ai déjà parlé. Je vous ai dit que quand on s'est interrogé sur le contenu de l'ordre public, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre public? Eh bien, on se reporte à la loi de 1884, aujourd'hui l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui déclare que le maire est autorité de police, il doit veiller au bon ordre, c'est-à-dire à la sécurité, etc. Je l'ai cité hier. Alors, si vous allez lire cet article L2212-2, vous constaterez qu'après la phrase que j'ai lue hier, le maire doit veiller au bon ordre, c'est-à-dire à la sûreté, je ne sais plus comment c'est rédigé, mais trilogie municipale. L'article est beaucoup plus long que cela et comporte une énumération. Vous voyez, le maire, par exemple, est compétent pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues. Ça sent le texte ancien, ça n'a pas été adopté l'année dernière. Assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues. L'enlèvement des encombrants. Tout ça, ça fait partie de la police administrative générale du maire. Il doit prendre des mesures pour assurer la sûreté, la commodité du passage dans les rues. Bah oui, parce que si la circulation dans la rue n'est pas sûre, bah, ça porte atteinte à la sécurité publique. L'enlèvement des encombrements, oui, c'est important parce que s'il n'y a pas, si on laisse les choses traîner, bah, il y a des risques d'accident ou des risques même de santé si ce sont des matières qui peuvent propager des maladies.
eh bien, il doit assurer non, ça c'est toujours la même chose, l'éclairage. Alors, ce qu'il faut retenir de cette énumération, ce n'est pas parce que la mesure qu'envisage de prendre le maire n'est pas dans l'énumération, donc ce n'est pas parce que la mesure qu'envisage de prendre le maire n'est pas dans l'énumération de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qu'il ne peut pas la prendre. Vous voyez, on pourrait se dire, ah ben, le maire ne pourra agir en matière de police administrative que si ce qu'il envisage de prendre, de faire, est dans la longue énumération que vous trouverez à l'article L2212-2. Bon, il peut prendre des mesures relatives à l'enlèvement des encombrants, puisque c'est dans l'article, mais s'il veut prendre une mesure qui n'est pas dans cet article, il ne peut pas la prendre. Non, ce n'est pas vrai. Le maire peut agir dès lors qu'il y a des risques pour l'ordre public, entendu par tranquillité, salubrité, sécurité, protection de la dignité de la personne humaine. Donc, de ce point de vue, la longue énumération de l'article L2212-2 ne sert pas à grand-chose. Mais cet article a eu une utilité, c'est un article qui date de la loi de 1884. Cet article a eu une utilité parce qu'il a été le fondement à l'existence de services publics. Cet article L2212-2 a été un fondement pour la création de services publics. Vous voyez, par exemple, le maire doit assurer l'éclairage des rues pour les rendre pour assurer la sécurité. Eh bien, cela fonde l'existence d'un service public de l'éclairage. Les villes éclairent les rues, ça découle de cet article. Encombrement des déchets, c'est pas l'expression exacte, c'est enlèvement des encombrements, cela fonde l'existence du service d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est un article qui, de ce point de vue, a été utile. Alors maintenant, paragraphe 3, le pouvoir de police du préfet. Paragraphe 3, donc le pouvoir de police du préfet. Donc, le préfet est autorité de police administrative générale. Donc, le préfet est autorité de police administrative générale dans le département. Le maire dans la commune, le Premier ministre sur le territoire français, le préfet est autorité de police administrative générale dans le département. Cela veut dire qu'il doit prendre les mesures tendant à protéger l'ordre public. Donc, il doit prendre les mesures tendant à protéger l'ordre public, c'est-à-dire sécurité, tranquillité, sécurité, protection de la dignité de la personne humaine, si les exigences, si cela est justifié. Le préfet a deux titres de compétence. Le préfet a deux titres de compétence. Première compétence, il doit prendre une mesure de police administrative générale. Donc, le préfet doit prendre une mesure de police administrative générale si le trouble à l'ordre public, dépasse le territoire d'une commune. Ouais, parce que là, dans ce cas-là, le maire ne peut plus agir. Si l'atteinte à l'ordre public dépasse le territoire communal, le maire ne peut plus agir. Alors, c'est le préfet qui est compétent. Je vous donne un exemple. Maintenant, c'est devenu courant. Un arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 1991, Conseil d'État 23 septembre 1991, commune de Narbonne, c'est dans l'Aude. Donc, 23 septembre 1991, commune de Narbonne, le préfet a pu réglementer, en vertu de cet arrêt, le préfet a pu réglementer l'usage de l'eau en période estivale dans toutes les communes du département. Donc, le préfet a pu réglementer l'usage de l'eau en période estivale, l'été, dans toutes les communes du département. Pourquoi? Eh bien, il y a une sécheresse. Maintenant, c'est fréquent. Hein. L'année dernière, je ne sais pas, il y a 60 départements qui étaient concernés. Il y a donc une sécheresse dans le département. Il faut que l'eau soit donc réservée aux usages essentiels. Et ça ne touche pas seulement la commune de Narbonne, la commune d'à côté, etc. Ça touche tout le département. Donc, le préfet est habilité à agir. C'est une mesure qui repose sur l'ordre public, puisque, je vous l'ai dit, dans l'ordre public, il y a la salubrité, la santé publique. Salubrité, ça veut dire santé. Et naturellement, l'eau est vitale de ce point de vue-là. Sans eau, il y a de gros problèmes de santé publique qui surviennent.
Donc là, le préfet a été autorisé à agir parce que, je vous dis, la sécheresse touche tout le département de l'Aude et pas seulement une ou quelques communes. Ça, c'est le premier titre d'intervention du maire, du préfet. Second titre d'intervention du préfet, le préfet doit intervenir, prendre une mesure de police administrative générale. Donc, le préfet doit prendre une mesure de police administrative générale. S'il y a des troubles à l'ordre public dans une commune, s'il y a des troubles à l'ordre public dans une commune, une seule, et que le maire n'agit pas. Le maire est autorité de police administrative générale, il ne fait rien, le préfet peut agir. Dans une telle hypothèse, le préfet, alors ça j'y reviendrai sur la hiérarchie, quelqu'un me dit là, monsieur ou madame, je ne sais pas, est-ce que c'est une hiérarchie? Non, c'est une conciliation. C'est un autre problème de la police administrative que je verrai dans le paragraphe précédent, parce que vous faites bien de le dire, vous constatez qu'il y a des tas d'autorités qui interviennent, 3 en matière de police générale, il y en a en matière de police spéciale, et après, il va falloir concilier. Justement, ce n'est pas une hiérarchie. Je verrai ça après. Donc, le maire n'agit pas alors qu'il y a des troubles à l'ordre public dans sa commune. Le préfet peut se substituer à lui, mais il devra lui adresser une mise en demeure au maire. Vous ne faites rien, des habitants m'ont contacté en me disant, voilà, le maire de ma commune ne fait rien pour faire cesser les troubles à l'ordre public. Je vous demande d'agir. Et si la mise en demeure du maire, du préfet, pardon, si la mise en demeure adressée au maire reste infructueuse, eh bien, le préfet, c'est-à-dire que le maire ne fait rien, le préfet pourra se substituer à lui. Le préfet pourra se substituer au maire. C'est un pouvoir de substitution que j'avais abordé rapidement au premier semestre parce que je rappelle que normalement, dans le cadre de la tutelle, du contrôle administratif, comme on dit, normalement, le préfet, à l'égard des actes des collectivités locales, a seulement le pouvoir de les déférer au juge s'il estime que l'acte de la collectivité est illégal. C'est un pouvoir limité. Par exception, vous voyez, en matière de police, le préfet dispose d'un pouvoir de substitution. Il est prévu par le code. Parce que s'il n'était pas prévu, il n'existerait pas puisqu'il n'y a pas de tutelle sans texte. Alors, autre précision, le préfet est dispensé de la mise en demeure, bien entendu, s'il y a urgence. Hein, c'est la formule de Romieux à propos de l'urgence. On ne demande pas l'autorisation d'appeler les pompiers. Vous savez, dans l'affaire la Société immobilière de Saint-Just, là, pareil, s'il y a vraiment urgence, le préfet est dispensé d'adresser la mise en demeure. Après, il y a des solutions un peu étonnantes. Vous voyez, je vous ai cité hier l'affaire Dieudonné. L'affaire Dieudonné. Dans cette affaire, je vous ai dit, le préfet de Loire-Atlantique avait décidé d'interdire le spectacle de Dieudonné. Quand on lit l'arrêt, j'ai lu l'arrêt, j'ai regardé, hein, je n'ai pas constaté que le spectacle devait avoir lieu à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Quand on lit l'arrêt, on ne constate pas que le préfet a adressé une mise en demeure au maire de Saint-Herblain et que celle-ci est restée infructueuse. Alors peut-être, l'arrêt du Conseil d'État, l'ordonnance ne s'explique pas sur cette question, j'ai donné la référence hier, ne s'explique pas sur cette question, mais peut-être qu'on peut considérer qu'il y a urgence. Le préfet n'a pas adressé une mise en demeure parce que le spectacle devait avoir lieu le soir même, donc il y avait peut-être urgence. Étant, le spectacle devait être programmé depuis un certain temps quand même. En tout cas, après l'affaire Dieudonné, après l'affaire… alors, quelqu'un me demande la date de la loi qui a instauré l'article L2212-2. Le Code général des collectivités territoriales a été adopté dans les années, je crois, 90, je crois que c'est 96. Avant, il y avait un code des communes. Mais cet article que je vous ai donné quelques exemples, l'encombrement, etc., ça sent quand même le 19e siècle. C'est issu de la grande loi sur les communes, la loi de 1884. Oui, l'absence de mise en demeure pourrait être sanctionnée, bien entendu. Ultérieurement, pas en elle-même, mais à la suite, au terme de la procédure.
il sera possible de contester, parce que vous envisagez la situation où donc le préfet n'aurait pas… Ah oui, le préfet se serait substitué sans mise en demeure. Eh ben, ce sera un élément de contestation de la décision du préfet, oui. Le maire pourrait contester la décision du préfet, puisqu'on imagine que le préfet se substitue au maire, il prend une décision de police, le maire peut dire j'attaque la décision du préfet, et d'ailleurs il ne m'a même pas adressé une mise en demeure, et puis après je soutiens même qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Oui, c'est possible. Alors, je vous disais donc, après l'affaire Dieudonné, le ministre de l'Intérieur a adressé une circulaire le 6 janvier 2014 au préfet, et leur a dit ce qu'il devait faire face au spectacle de Dieudonné, le mur. Parce que ça ne vaut que pour ce spectacle. C'est dans ce spectacle qu'il tenait des propos pénalement répréhensibles. J'ai vu que le maire de Compiègne, la semaine dernière, a interdit un spectacle de Dieudonné, mais ce n'est plus le même spectacle. Il y aura sans doute un recours, et je pense que le maire va perdre si le spectacle ne comporte plus de propos répréhensibles. Mais j'en sais rien, j'ai pas vu je sais pas s'il y a eu un recours, j'imagine. Mais… Donc là, c'était en 2014, le ministre de l'Intérieur envoie une circulaire au préfet, 6 janvier 2014, il a dit voilà, vous savez que le ministre a un pouvoir d'instruction. Il dit, vous voyez, Dieudonné se produit dans les villes de France. Le préfet de Loire-Atlantique, à ma demande, a interdit son spectacle. Le Conseil d'État a confirmé cette interdiction, et je vous invite à agir dans tel ou tel sens. Eh bien, dans cette circulaire du 6 janvier 2014, le ministre rappelle que c'est d'abord au maire d'agir. C'est au maire de prendre un arrêté d'interdiction du spectacle de Dieudonné s'il a toujours le même contenu, et le préfet ne pourra se substituer à lui qu'après mise en demeure. Alors, si le préfet, pardon, s'abstient de mettre en demeure, ou même ensuite s'abstient de prendre des mesures. Il y a une situation de trouble à l'ordre public dans une commune, le préfet n'adresse pas de mise en demeure, ou adresse une mise en demeure et ne prend pas de mesures. Eh bien, la responsabilité de l'État ne pourra être engagée qu'en cas de faute lourde. Je verrai à la fin du cours qu'il est rare maintenant que le juge exige une faute lourde pour engager la responsabilité de l'État. Faute lourde, ça veut dire, je reviendrai là-dessus, ça veut dire qu'une faute moins grave n'engage pas la responsabilité de l'État. Quand le juge exige une faute lourde, ça veut dire qu'il dit ben là, il y a des fautes, mais elles ne sont pas assez lourdes pour engager la responsabilité de l'État. Donc, c'est favorable à la personne publique. Vous avez fait une bêtise, mais ça n'engage pas votre responsabilité si ce n'est pas grave. Le Conseil d'État ici exige une faute lourde parce que la responsabilité principale est celle de la commune. C'est le maire qui a le pouvoir de police administrative dans sa commune. Il n'a pas agi. On peut éventuellement se retourner contre l'État parce que le préfet a un pouvoir de substitution, mais le préfet n'intervient qu'en second. Et donc, vous comprenez, ce serait trop facile pour les communes si elles avaient la garantie que quand il y a une victime de l'inaction du maire, la victime puisse se retourner et gagner à tous les coups en attaquant l'État. Non. Si le juge ici exige une faute lourde, c'est pour indiquer aux victimes qu'elles doivent d'abord attaquer la commune, qui, elle, sera responsable pour faute simple s'il y a des troubles à l'ordre public qui ont entraîné des dégâts et que le maire n'a pas agi. Je vous donne un exemple d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai, Cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai 2005, ministre de l'Intérieur contre France Télécom. Donc, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mai 2005, ministre de l'Intérieur contre France Télécom. Dans cette affaire, France Télécom a un poste téléphonique, une centrale téléphonique, qui est à proximité d'une aire d'accueil des gens du voyage. Donc, centrale téléphonique dans une commune, je crois, des Yvelines, et ce centrale téléphonique est à proximité d'une aire d'accueil des gens du voyage. Il y a des panneaux indiquant qu'il est interdit d'entrer, etc. Mais il y a eu plusieurs intrusions. Et un jour, le central téléphonique est incendié.
Et je dis à proximité de l'aire d'accueil parce que tout porte à croire que les nuisances, souvent, les problèmes étaient venus des gens qui étaient sur l'aire d'accueil, dans l'aire d'accueil. Et France Télécom avait averti les autorités, le maire, le préfet, des menaces qui pesaient sur le central. Il y avait déjà eu des intrusions par le passé, etc., des dégradations. Donc l'incendie n'a été que la dernière étape. Et donc, France Télécom, qui avait averti, dit, vous faites quelque chose, vous voyez qu'il y a un problème. Donc France Télécom introduit une action en responsabilité contre la commune. Je ne sais pas au juste que ça a donné, je n'ai pas la solution sous les yeux, et ça ne m'intéresse pas ici. Et également contre l'État, reprochant au maire de ne pas avoir pris de mesures de police administrative pour empêcher l'accident, et reprochant au préfet de ne pas s'être substitué au maire, puisque celui-ci ne prenait pas les mesures. Et la Cour administrative d'appel a jugé que l'État, c'est-à-dire le préfet, n'avait pas commis de faute lourde parce que, averti par France Télécom des risques, le préfet avait organisé une réunion, notamment avec les gens du voyage. Il avait ordonné le maintien de rondes de gendarmerie. Et à la gendarmerie, vous passerez tous les soirs à 22h. Donc, il n'est pas possible de reprocher à l'État une faute lourde parce que le préfet n'a pas mis l'avertissement de la réclamation de France Télécom à la poubelle sans l'examiner. Non, au contraire, il n'a peut-être pas fait assez puisque le central a brûlé, mais il a fait. Et donc, il n'a pas commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'État. Si en revanche, le préfet se substitue au maire, dans cette affaire, France Télécom reprochait au préfet de ne pas s'être substitué au maire et la commune estime que, enfin l'État, la Cour administrative d'appel estime qu'il n'y a pas de faute lourde. Le préfet a pris des mesures. C'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 19 mai de 2005. Cour administrative d'appel de Versailles, 19 mai 2005. Ministre de l'Intérieur contre France Télécom. Et si en revanche le préfet se substitue à la commune, dans ce cas-là, au maire, pardon, si le préfet se substitue au maire, alors il agit au nom de la commune, puisqu'il s'est substitué au maire. Et donc, dans ce cas-là, les mesures prises par le préfet engagent la responsabilité de la commune. Soit il ne se substitue pas, il n'engage pas de mise en demeure, sa responsabilité peut être engagée pour faute lourde, parce qu'on dit, voilà, il y avait des troupes qui auraient dû le conduire à se substituer, ça c'est la règle que je viens de citer, Cour administrative d'appel de Versailles, soit il se substitue, et puis ensuite il prend des mesures qui engagent la responsabilité. Par exemple, c'est une mesure qui vise les gens du voyage, et ceux-ci s'estiment victimes d'un préjudice. Eh bien, cette fois, le préfet agit au nom de la commune, puisqu'il s'est substitué au maire, et donc c'est la commune qui doit être attaquée pour demander réparation. Alors, paragraphe 4 maintenant. Oui, le maire pourrait éventuellement se retourner contre la commune, oui. Contre le préfet, pardon. C'était le préfet qui avait fait des réunions. Le préfet qui avait fait des réunions, qui avait ordonné des rondes de passage de la gendarmerie. Paragraphe 4, le pouvoir de police du président du conseil départemental. Pouvoir de police du président du conseil départemental. Je parle du président parce que du conseil départemental pour bien vous montrer ce qu'est la police administrative générale sur un point que j'ai déjà cité hier. Le président du conseil départemental détient un pouvoir de police administrative, mais pas général. Donc, le président du conseil départemental détient un pouvoir de police administrative, mais celui-ci ne peut pas être qualifié de général. En vertu de l'article L. 3221-4, en vertu de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales, donc en vertu de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales,
le président du conseil départemental, gère le domaine du département, c'est-à-dire les biens. Le président du conseil départemental donc gère le domaine du département et à ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur le domaine. Vous verrez dans un autre cours qu'effectivement, la plupart des routes maintenant sont des routes départementales. Ça veut dire qu'elles appartiennent au département. Eh bien, en vertu de cet article 3221 L 3221-4, le président du conseil départemental a un pouvoir de police sur le domaine et notamment sur les routes départementales. Il doit veiller à la sécurité, sur les voies départementales notamment. Mais le pouvoir de police du président du conseil est strictement limité au domaine départemental. Il n'a pas un pouvoir sur l'ensemble du territoire départemental. C'est comme si le maire a un pouvoir de police qui lui permet de prendre des mesures qui s'appliquent à la totalité du territoire municipal. Il peut, par exemple, j'ai vu hier, interdire un spectacle de lancer de nains qui se tient dans une enceinte privée, une boîte de nuit privée. Le président du département, lui, n'a pas ces pouvoirs. Il a juste un pouvoir de police sur les voies du département, et sur le domaine et essentiellement les routes départementales. Et par exemple, on peut donner un arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2004, Conseil d'État 29 novembre, pardon, Conseil d'État 29 novembre 2004, département des Alpes-Maritimes. Département des Alpes-Maritimes. C'est un arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2004. Dans cette affaire, un propriétaire subit des éboulements de terrain. Donc, un propriétaire subit des éboulements de terrain qu'il impute à la route départementale qui longe sa propriété. Le département a fait des travaux sur la route et ça entraîne des éboulements de terrain chez le propriétaire privé. Ce propriétaire a demandé au département de faire des travaux sur son terrain. Venez chez moi faire des travaux sur le terrain pour conforter le terrain, pour empêcher qu'il ne s'effondre. Le département ayant refusé d'agir, le propriétaire saisit le juge des référés afin que celui-ci ordonne au département de prendre les mesures qui s'imposent. Et le Conseil d'État juge que le département n'a pas le pouvoir d'agir car il n'a qu'un pouvoir de police sur les routes départementales, son président. Donc, il peut prendre des mesures sur la route, mais pas à côté, pas sur la propriété privée. Vous voyez, c'est parce que le pouvoir de police du département, du président du conseil départemental, qui agit au nom du département, ne s'exerce que sur le domaine et pas à côté. Alors qu'encore une fois, une autorité qui a le pouvoir de police administrative générale, elle prend des mesures applicables sur tout le territoire sur lequel elle a compétence. Je vois maintenant, dans une section 4, les polices administratives spéciales. Section 4, donc les polices administratives spéciales. Ça aussi, c'est un des thèmes qu'il faudrait traiter si vous aviez un arrêt. Si vous avez un arrêt qui porte sur la police administrative, on vous attend sur le contenu de l'ordre public, les autorités titulaires du pouvoir de police administrative générale, la distinction avec la police judiciaire, la police spéciale qu'on distingue de la police générale. Voilà les 4 thèmes déjà qu'il faut avoir en tête. Alors, il est impossible de donner la liste des autorités, la liste des polices administratives spéciales. Impossible. Vous ne la trouverez nulle part. La liste des polices générales, des autorités, on la connaît. Préfet, maire, Premier ministre. Mais la liste des polices spéciales et de leurs titulaires n'existe nulle part parce que les polices spéciales sont innombrables.
je vous l'ai dit hier, au départ, on est dans un système de liberté. Une activité apparaît, elle est libre. L'État français est un État libéral qui repose sur la liberté des opérateurs. Et puis, cette activité libre cause des troubles, des accidents, des scandales, de la corruption, que sais-je. Le législateur dit ben, je vais intervenir. Je vous donnais l'exemple des influenceurs là, qui vont faire l'objet apparemment d'une réforme. Je vous donne un autre exemple qui là s'est passé en réforme. Vous voyez, il y a quelques années, était organisé, je suppose que ça l'est toujours, mais avec des restrictions que je vais voir, étaient organisés donc des concours de Miss pour enfants. Donc, il y avait des concours qui étaient organisés, des concours de Miss, comme il y a Miss France, et Miss, mais pour les enfants. Et cela a choqué certaines personnes qui ont dit on instrumentalise les enfants, etc. Enfin, donc, mouvement hostile à ces concours. Le législateur est intervenu, a voté une loi qui prévoit que toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de 16 ans, toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de 16 ans doit avoir obtenu l'autorisation du préfet. Et le préfet ne pourra autoriser le concours que si celui-ci assure, je cite, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité. Donc, pouvoir d'autorisation. Et quel motif? Eh bien, le préfet ne pourra autoriser le concours que s'il assure la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité. Par ailleurs, la loi, c'est une loi de 2014, prévoit que les concours sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Donc 13 à 16, c'est possible. Donc je disais, étaient organisés des concours de Miss pour enfants, la plus belle fille, mineure, donc largement. Et cela a choqué l'opinion en disant on instrumentalise les enfants deviennent des objets, etc. En plus, ça peut être diffusé, ça peut générer des comportements pédophiles, etc. Donc, le législateur intervient. Le législateur pose deux règles. Il dit voilà, désormais, l'organisation de concours de Miss de 13 à 16 ans sera soumise à autorisation. Vous ne pouvez plus l'organiser librement, il faut que vous ayez une autorisation. Et le préfet pourra refuser l'autorisation ou accorder l'autorisation, plus exactement, si le concours assure la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité. Après, qu'est-ce qu'on met, quel est le contenu? Bah oui, c'est la question que vous me posez, mademoiselle. Il faudra voir ce qu'en dit la jurisprudence. Là, j'en sais rien comme ça. Qu'est-ce qu'un concours qui garantit l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité? J'imagine les tenues que porte l'enfant, on ne le met pas dans des tenues impossibles. Enfin, vous voyez, j'imagine que ça va être ça. Et par ailleurs, la loi prévoit que les concours sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Eh bien, cette loi du 4 août 2014 crée une police spéciale. Avant cette loi, le concours des Miss pour enfants, c'était la loi de la jungle, aucune règle. Et maintenant, il y a une règle qui s'appelle une police spéciale des concours de Miss pour enfants. Donc, il s'en crée tous les jours, vous voyez, enfin, j'exagère, mais tous les ans, il se crée des polices spéciales. Donc, personne ne vous donnera la liste. Vous ne trouverez dans aucun manuel voilà, la liste des polices spéciales. C'est impossible. Alors, on distingue la police spéciale de la police générale. Eh bien, par les traits que n'a pas la police générale. On distingue les polices spéciales. Comment je sais que là, je suis en présence d'une police spéciale, police des Miss, et pas d'une police générale? Il y a plusieurs critères. Soit l'autorité de police spéciale est une autorité autre que celle qui a la police générale. Premier critère. Soit la police spéciale, l'autorité de police spéciale est une autorité autre que celle qui a la police générale. On sait que la police générale est confiée au maire, au préfet, au Premier ministre. Eh bien, si le pouvoir de police spéciale est confié au ministre, pas au Premier ministre, au ministre, ce qui est fréquemment le cas, c'est une police spéciale. Premier critère. Deuxième critère, l'autorité de police spéciale a des pouvoirs plus importants
que n'a l'autorité de police générale. Ça, c'est le deuxième critère. L'autorité de police spéciale a des pouvoirs plus importants, une marge de manœuvre plus importante que l'autorité de police générale. Je vous donne un exemple. Dans toute commune de France, il y a un immeuble, comme on dit, qui menace ruine. Le propriétaire ne l'entretient pas bien, il est ouvert à tous les vents, le toit menace de s'effondrer. C'est un immeuble menace en ruine. Le maire, autorité de police générale, est chargé d'assurer la sécurité publique. Donc, il peut prendre des mesures. Il peut, autorité de police administrative générale, il peut interdire l'accès à cet immeuble. Il peut ordonner au propriétaire de faire des travaux. Mais ça s'arrête là. C'est insuffisant. Et donc, une loi est intervenue, je crois que c'est une loi de 1916, mais peu importe, mais c'est une loi ancienne, qui a été réformée il y a 2 ou 3 ans. Une loi est intervenue pour créer la police spéciale des immeubles menaçant en ruine. Police spéciale des immeubles menaçant en ruine. Elle est confiée au maire, donc comme la police générale, mais dans la police spéciale des immeubles menaçant en ruine, le maire peut notamment effectuer les travaux à la place du propriétaire. Je vous demande de faire les travaux, vous ne les faites pas, eh bien, la commune les fera à la place du propriétaire, notamment la démolition de l'immeuble menaçant en ruine, aux frais du propriétaire. Eh bien, on a créé cette police spéciale parce qu'avant, le maire, autorité de police générale, pouvait, en tant que gardien de la sécurité publique, demander au propriétaire de faire des travaux, mais il ne pouvait pas le contraindre à le faire. Il n'avait pas ce pouvoir. Donc, dans la police spéciale, il pourra le faire. Oui, la police spéciale est systématiquement accordée par un texte, et je vais même plus loin, un texte de loi, parce qu'elle porte atteinte à une liberté. Au début, on a une liberté complète. La liberté est garantie par la Constitution. Et donc, si on veut restreindre, en vertu de ce que l'on a vu au premier semestre, c'est la loi qui peut le faire, mise en cause. Alors voilà, mademoiselle ou monsieur Enzo, l'exemple que je viens de vous donner démontre que la police spéciale peut être confiée à une autorité qui, par ailleurs, a un pouvoir de police générale. Elle peut être confiée aussi à une autorité qui n'a pas de pouvoir de police générale. Je vous l'ai dit, souvent les polices spéciales sont confiées au ministre. Mais elle peut être confiée, comme c'est le cas pour la police des immeubles menaçants en ruine, à l'autorité qui, par ailleurs, est autorité de police générale. Donc là, j'ai vu 2 critères. Pouvoir plus étendu que dans la police générale, autorité autre que celles qui ont une autorité de police générale, tous ces critères étant alternatifs. 3e critère, la police spéciale peut avoir comporter des motifs, avoir un contenu, comporter des motifs plus étendus que ceux qui peuvent être retenus dans la police générale. Motifs plus étendus. Je vous ai dit, la police générale permet à son titulaire de prendre des mesures tendant à protéger l'ordre public. Tranquillité, salubrité, sécurité, protection de la dignité de la personne humaine. La police spéciale peut retenir ces motifs, mais en retenir d'autres. Par exemple, la moralité. Oui, on dit à la moralité, non, il n'en faut pas dans la police générale. Après, on l'a admis selon certaines formes, etc. Mais une police spéciale, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, puisque c'est une loi, peut instituer une police, une réglementation pour des raisons de moralité. Ce texte a la même valeur que les lois dans la hiérarchie. Quel texte? Parce que la loi qui institue la police spéciale, c'est une loi. Hein, je ne sais pas, quand vous dites le texte, je ne sais pas ce que vous visez, mademoiselle. Il peut ou doit prendre un motif qui existe déjà. Il faut se reporter au texte hein, qui crée la police spéciale. Vous tombez sur un texte qui crée la police spéciale, je vais vous donner des exemples. Eh bien, ce texte va vous dire le ministre, le maire, le préfet, le titulaire de la police spéciale peut prendre des mesures dans tel et tel but. Vous voyez, pour la police des Miss, c'est protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le texte de loi qui va le dire. Alors, il peut être important, d'ailleurs, pour revenir à cette question, il peut être important de savoir que quand une autorité agit,
si elle agit en tant qu'autorité de police générale ou autorité de police spéciale. Je vous donne un exemple, puisqu'on vient de voir qu'une autorité peut être à la fois police générale et police spéciale. Je vous donne un exemple. C'est un arrêt du Conseil d'État, du 19 mars 2007. Conseil d'État, 19 mars 2007, Madame Le Gac, GAC, Madame Le Gac. Conseil d'État, 19 mars 2007. Alors, c'est un exemple qui est assez parlant, même si on peut penser que le Conseil d'État a raisonné ainsi pour sauver le décret, mais enfin, je ne dis pas plus. Bah, les personnes assurant la fonction de police spéciale sont désignées comment, mademoiselle? Eh bien, par la loi. La loi qui institue la police des Miss dit le préfet est autorité, etc. C'est la loi qui va le dire. La loi qui crée la police spéciale, Madame Le Gac, GAC, dit pourquoi elle est faite, quel motif, quelle autorité, quelle procédure. Alors, dans cette affaire Le Gac, il y a une loi, donc une loi a été votée, qui dispose qu'il est interdit de fumer. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Quand on est dans un espace collectif, interdit de fumer, mais il y a une salle fumeur. Voilà ce que dit la loi qui a été votée, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, même un peu plus maintenant. Et le Premier ministre a pris un décret, parce que la loi indiquait qu'un décret d'application fixerait les modalités d'application de cette loi. Et le Premier ministre a pris un décret qui, dans les établissements scolaires, les établissements d'enseignement, interdit de fumer, bien sûr, c'est un lieu affecté à l'usage collectif, interdit de fumer, mais ne prévoit pas d'espace dédié aux fumeurs. Donc, le Premier ministre a pris le décret d'application de la loi qui était annoncé, et il dit, voilà, dans les établissements d'enseignement, il est interdit de fumer, bah oui, parce que c'est un lieu affecté à un usage collectif, mais il n'y aura même pas d'emplacement réservé aux fumeurs, pas de salle fumeur. Vous voyez, ça, a priori, ça paraît illégal, hein, puisque la loi dit interdiction, mais il y a une salle réservée aux fumeurs. Et dans les établissements d'enseignement, pas d'espace réservé aux fumeurs. Et donc, Madame Le Gac, je suppose que c'est elle qui est à l'origine du recours, a introduit un recours en disant que le décret est contraire à la loi. Le décret ne prévoit pas de salle fumeur, alors que la loi le prévoit. Le commissaire du gouvernement, le rapporteur public, M. Derepas, D-E-R-E-P-A-S, indique que pour savoir si ce décret est légal, il faut savoir, pour savoir si ce décret est légal, si Mme Le Gac a raison, il faut savoir si le décret a été pris dans le cadre d'une police générale ou d'une police spéciale. Il dit, si c'est dans le cadre de la police générale, le Premier ministre, depuis l'arrêt Labonne de 1919, a le pouvoir de principe. Hein, si c'est une police générale, le Premier ministre, depuis l'arrêt Labonne, a le pouvoir de principe. Il n'a pas besoin de la loi. Vous dit, hein, dans l'arrêt Labonne, le président de la République a institué le permis de conduire sans qu'une loi l'ait prévu. Donc, en matière de police administrative générale, le Premier ministre a un pouvoir de principe. En revanche, si c'est une police spéciale, c'est la loi, la compétence de principe. Vos questions le démontrent là. C'est la loi qui fixe l'autorité compétente, les motifs, etc. Et donc, si jamais le décret attaqué est pris dans le cadre d'une police spéciale, il doit être annulé parce qu'il ne respecte pas la loi. La loi dit interdiction de fumer, mais il y a des espaces fumeurs. Et le décret dit interdiction de fumer, pas d'espace fumeur. En revanche, si le décret intervient dans la police générale, ben, ce n'est pas la loi qui détermine la compétence du Premier ministre. Il peut s'en émanciper. Voilà ce que dit le commissaire du gouvernement. Une fois qu'on a posé le problème, s'agit-il d'une police générale ou d'une police spéciale?
Eh bien, pour le savoir, le Conseil d'État, le commissaire du gouvernement, indique qu'il faut regarder pour quel motif la mesure est prise. Ce sont des motifs de santé publique. Si on interdit aux gens de fumer, c'est pour des raisons de santé publique, de salubrité. C'est un motif de police générale. Deuxième critère, il faut voir quelle est l'autorité qui est compétente. C'est le Premier ministre. Le Premier ministre fait partie des autorités de police administrative générale. Donc, rien ne s'oppose, tant au point de vue des motifs que de l'autorité compétente, à considérer que le décret a été pris dans le cadre d'une police générale. Si ça avait été un arrêté du ministre, bah non, ça ne pouvait pas être de la police générale puisque le ministre n'a pas de pouvoir de police administrative générale. Si le décret était fondé sur une raison de moralité ou d'hygiène, que sais-je, ben, ce n'est pas un motif d'ordre public. Donc, à partir du moment où le décret du Premier ministre est intervenu dans la police générale et que depuis l'arrêt Labonne, dans la police générale, la compétence de principe appartient au Premier ministre et pas à la loi, le décret est légal. Le Premier ministre pouvait prévoir que dans les établissements d'enseignement, il n'y aurait pas d'espace fumeur, alors que la loi disait ben, on interdit dans les lieux collectifs de fumer, mais il y a toujours un espace fumeur. Le deuxième critère, ben, c'est le critère de l'autorité compétente. Le Conseil d'État dit, le rapporteur public dit ben voilà, il y a 3 autorités de police générale, le Premier ministre, le préfet, le maire. Le décret ici est pris par le Premier ministre, donc rien ne s'oppose à ce qu'on considère qu'il s'agit d'une autorité de police administrative générale. Ouais, le Premier ministre pourrait avoir une compétence police générale, ça on le sait depuis l'arrêt Labonne. Police spéciale, oui, si la loi le lui donne. Et moi, je peux pas, là comme ça, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je suis sûr qu'on en trouverait de lois qui donnent le pouvoir de police spéciale au Premier ministre. Alors, il y a une. Non, ce sont des critères alternatifs. Motif. Là, dans mon exemple, le gars, que c'était éliminatoire. Hein, si jamais, dans un premier temps, le Conseil d'État dit ah bah, le décret est fondé sur un motif de santé publique, ah, ça va plutôt dans le sens de la police générale, enfin, ça ne l'exclut pas. Mais c'est un arrêté ministériel. Bah, l'autorité de. Le ministre n'a pas d'autorité de police, n'est pas autorité de police générale. Bah, là, ça a éliminé là. Mais je vous ai dit, ce qui permet de distinguer la police générale de la police spéciale, c'est l'autorité compétente, les motifs retenus, les pouvoirs, et un dernier, les formes et procédures. Quatrième critère. Si par exemple, il faut consulter une commission, je vais vous donner un exemple, avant de prendre la décision, demander l'autorisation du tribunal. Ce sont des formes qui n'existent pas dans la police générale, c'est l'expression d'une police spéciale. Eh ben, ces 4 critères, autorité, motif, pouvoir, forme, c'est alternatif. Dès que sur un de ces 4 éléments, ça se distingue de la police générale, c'est une police spéciale. C'est pas forcément un arrêt de principe. Je ne sais pas si vous me posez la question dans la perspective de la fin d'année en me disant il faut que je l'apprenne celui-là. Non, c'était pour vous montrer le raisonnement qui est assez rare. Hein. C'est assez rare que le juge ait cette question à se poser en disant est-ce que le décret est intervenu dans la police spéciale ou la police générale? 4 critères, oui, on peut le faire. Autorité, sachant que les critères de la police spéciale, on les détermine par rapport à ce qu'on sait de la police générale. Donc, premier critère, autorité. Il y aura police spéciale si le pouvoir de réglementation est confié à une autorité qui n'a pas le pouvoir de police générale, c'est-à-dire une autorité autre que le Premier ministre. Oui, oui, Amira peut couper son micro, mais elle ne me gêne pas, moi, Amira. Hein, alors, Premier ministre, préfet, maire. Si le pouvoir de réglementation est confié au ministre, donc, c'est un pouvoir de police spéciale. C'est sûr. Deuxième critère, l'autorité de police peut retenir des motifs plus vastes que les motifs stricts de l'ordre public. Hier, j'ai passé un temps fou à vous dire à l'ordre public, c'est ça et c'est pas ça. Tranquillité, salubrité, sécurité, protection de la dignité de la personne humaine. Bah, si la loi reconnaît à l'autorité de police le pouvoir de prendre des mesures pour un but autre que ces 4-là, c'est une police spéciale.
Vous voyez, par exemple, il y a une police de l'affichage, des affichages en ville. C'est une police qui repose sur des motifs esthétiques. Il ne faut pas que les quartiers soient dénaturés avec des affichages un peu partout, un peu n'importe où. Esthétique, bah, c'est un critère autre, c'est un motif autre que dans la police générale. C'est une police spéciale. Troisième critère, l'autorité a des pouvoirs plus étendus que dans la police générale. Je vais donner l'exemple de la police des immeubles menacés en ruine. On l'a créée parce que le maire pouvait ordonner la fermeture d'un immeuble dangereux, un immeuble qui est ouvert à tous. Les jeunes, je dis les jeunes parce que c'est rare qu'une bande de gars de 90 ans ou de 70 se disent tiens, le soir, on va aller s'amuser dans un immeuble qui menace de s'effondrer. C'est plutôt des jeunes. N'y voyez pas un racisme anti-jeune. Donc le maire peut juste interdire, mais il ne peut pas aller au-delà, autorité de police générale. Donc on a créé une loi, on a créé une police spéciale par la loi, police des immeubles menacés en ruine, et là le maire pourra ordonner aux propriétaires de faire des travaux et s'il ne les fait pas, les faire à sa place. Et puis les formes, quatrième critère, les formes. Si l'autorité de police, qui peut être le ministre, le Premier ministre, le maire, doit suivre une procédure particulière pour prendre la mesure, c'est une police spéciale. Est-ce que le Conseil constitutionnel est toujours saisi de ces lois? Ben, souvent maintenant, hein, quand la loi porte atteinte à une liberté, souvent il y a au moins 60 parlementaires qui le saisissent. Est-ce que la bonne déroge à la supériorité de la loi? Non, il ne faut pas voir le problème en ces termes. Le Conseil d'État, en 1919, a dit, voilà, pourtant à l'époque, la loi, c'était sacré. Il a dit, ouais, mais le chef de l'exécutif doit veiller à l'ordre public sur le territoire de la commune, de la France, je veux dire. Et on ne peut pas attendre un projet de loi, vous voyez. S'il y a des troubles à l'ordre public, le chef de l'exécutif doit pouvoir agir. Et vous faites exprès, monsieur, je viens déjà de les redonner, mais je vais le refaire, hein, les 4 critères. Donc, 4 critères qui permettent de distinguer. Titulaire du pouvoir, qui est-ce qui prend les mesures? Deuxième critère, quels sont les motifs qu'il peut retenir? Bah, si c'est des motifs autres que ceux d'ordre public de la police générale, c'est une police spéciale. Premier critère, autorité. Si l'autorité est autre que les autorités de police générale, par exemple le ministre, c'est une police spéciale. Troisième critère, les pouvoirs, les mesures que peut prendre l'autorité de police dans le cadre de la police. Je vous donne l'exemple de la police des immeubles menacés en ruine. Le maire peut faire des travaux de démolition et les faire payer aux propriétaires qui ne les a pas entrepris. Alors que ça, il n'avait pas le pouvoir de les faire, ces travaux, dans le cadre de la police générale. Alors que dans les deux cas, il s'agit d'un problème de sécurité. Et puis, quatrième critère, les formes et procédures. Avant de prendre la mesure, il faut consulter une commission, que sais-je. Et naturellement, les 4 critères ne sont pas cumulatifs. Il y aura police spéciale si l'autorité est autre que l'autorité titulaire d'un pouvoir de police générale. Il y aura police spéciale si les motifs sont autres que ceux qui peuvent être retenus dans l'ordre public de la police générale. Mais dans ce cas-là, ça peut être le maire, vous voyez, qui a un pouvoir de veiller à la moralité ou à l'hygiène ou à l'esthétique. C'est le maire. Donc, premier critère n'est pas rempli. Mais second critère, c'est plus une police générale parce que le motif qui peut conduire le maire à agir n'est pas un motif d'ordre public. Mais une loi pourrait venir contredire la décision de police générale du Premier ministre. Ah non, c'est sûr que, naturellement, le Premier ministre peut prendre une mesure. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai dit que le Premier ministre pouvait avait pris une mesure ordonnant le port de la ceinture de sécurité en 75 ou limitant la vitesse hors agglomération à 90 km/h. Bah, le législateur pourrait poser une règle différente, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, au début du quinquennat de M. Macron, le Premier ministre de l'époque avait imposé les 80 km/h hors agglomération. Ça a donné lieu à une loi, ça, vous voyez. Il aurait pu le prendre un décret, en vertu de l'arrêt Labonne, mais il avait choisi d'aller vers la loi. Non, il n'y a pas de hiérarchie entre ces critères. C'est si par un de ces éléments, la police se distingue de la police générale. La police générale, c'est Premier ministre, préfet, maire, motif d'ordre public, pas de procédure, pas de consultation. Ça, c'est la police générale. Si sur un de ces éléments, il y a une distinction, c'est une police spéciale.
Alors, écoutez, oui, l'arrêt Madame Le Gall, qui est un exemple d'application de ces critères, ouais. Le 4e critère, c'est les formes et procédures. Vous voyez, après la pause, je vais voir la police spéciale du cinéma. Police spéciale du cinéma. Le ministre a le pouvoir de délivrer le visa nécessaire à la diffusion d'un film. Si vous allez au cinéma, bon, à la fin d'un film, vous voyez, visa numéro tant, c'est l'autorisation qu'a donné le ministre. Avant, dans le temps, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma, mais quand on voyait les bandes annonces, on disait vérifier que le film a bien eu le visa du ministre, etc. Ça, c'est une autorisation. Donc, on est dans une police. Vous voyez, il n'y a pas une liberté du cinéma en ce sens, puisque le ministre doit autoriser la diffusion du film. Eh bien, le ministre se prononce après avoir consulté une commission. Donc ici, c'est une police spéciale au moins, et même à 3 points de vue. L'autorité compétente, ce n'est pas le Premier ministre, le maire ou le préfet, c'est le ministre. Le ministre doit suivre une procédure spéciale. Il doit consulter une commission, alors que le maire, quand il prend un arrêté de police générale, ou le Premier ministre, n'a pas à consulter une commission. Donc, distinction selon la forme. Et 3e critère que je vais voir après la pause, dans la police du cinéma, le ministre peut retenir des motifs très variés, au-delà de l'ordre public. Je verrai ça, il est 56. Je peux reprendre à 6, ça vous va? Oui, oui, c'est déjà fait. Merci, hein, mademoiselle. J'ai toujours peur d'oublier parce que ça fait 10 ans maintenant à peu près. Et j'ai pensé donc à souhaiter son anniversaire je vais peut-être à Madame Gonod, qui est professeure à Paris 1. Je ne voudrais pas qu'elle reçoive 150, mais elle serait sans doute sensible au geste, hein. Mais oui, oui, j'y ai pensé. Merci, merci, mademoiselle, hein. Bon, il est 57. Je reprends à 6, par exemple, hein, 14h06.
Ah, pardonnez-moi, oui, donc c'était monsieur, pardonnez-moi, monsieur. Alors, quand ça se termine par A, en général, je pense toujours que c'est un prénom féminin, mais erreur de ma part. Bah, j'imagine que si je vous voyais, j'aurais peut-être pas de doute d'ailleurs. Je n'en sais rien, mais alors, bah, je vais reprendre, je vous disais donc, j'ai parlé de la police spéciale avant la pause et je vous disais, exemple d'une police spéciale qui a donné lieu à une jurisprudence, connue, c'est la police spéciale, du cinéma. Alors aujourd'hui, la police spéciale du cinéma, elle est codifiée. Vous voyez, il y a eu un effort de codification qui a été fait depuis une vingtaine d'années. À l'article L211-1 du code du cinéma, ça existe, et de l'image animée. Article L211-1 du code du cinéma et de l'image animée. Et en vertu de cet article, mais qui résulte d'une ordonnance de 1945, de ce point de vue, la représentation d'un film en France, dans une salle de cinéma en France, est subordonnée à la délivrance d'un visa du ministre chargé de la culture. Un visa, c'est une autorisation. Donc ça, c'est une police spéciale, puisque il n'y a pas de liberté. Enfin, à l'intérieur du visa, il y a une grande liberté, mais il faut une autorisation. C'est la différence entre les influenceurs, là, c'est une activité nouvelle, aucune réglementation, aucune autorisation, rien du tout. C'est la jungle. Bah, le cinéma, vous voyez, c'est l'article L211-1 du code du cinéma et de l'image animée. Donc, dans le cinéma, il faut une autorisation ça s'appelle le visa. Regardez, c'est la dernière image dans un film, la dernière visa numéro tant, etc. C'est l'autorisation qu'a donné le ministre de diffuser ce film dans les salles françaises. Et donc, ce pouvoir a été créé donc, par une ordonnance de 1945. Et pendant des années, il n'y a jamais eu de contentieux. Pas de recours. Et le Conseil d'État a été saisi pour la première fois d'une affaire de refus de visa dans un arrêt du 24 janvier 1975. Conseil d'État, 24 janvier 1975, ministre de l'Information, c'était le ministre de la Culture, ministre de l'Information contre Société, Rome, comme la ville, Paris, comme la ville, film. Conseil d'État, 24 janvier 1975, ministre de l'Information contre Société, Rome, Paris Film. Et donc, dans cet arrêt, le ministre de l'Information, c'était André Malraux, avait refusé le visa à un film de Jacques Rivette, c'est un réalisateur de la Nouvelle Vague, hein, Jacques Rivette, un film intitulé La religieuse. Ce film était tiré d'un ouvrage, d'un roman de Diderot, La religieuse. Et donc le ministre avait refusé le film parce que il considérait que le film heurtait les convictions religieuses catholiques d'une large partie de la population. Donc il y a un recours de la société qui produit le film, la société Rome Paris Film, qui introduit un recours contre le refus de visa. Le commissaire du gouvernement constate que l'ordonnance de 1945 nous dit que le ministre a un pouvoir d'autorisation. Le visa, c'est une autorisation. Mais l'ordonnance ne nous dit pas quels sont les motifs qui peuvent conduire le ministre à refuser l'autorisation. Il n'y a rien dans l'ordonnance. Et alors, c'est intéressant parce qu'on reverra ce problème dans un autre chapitre. Dans un tel cas, eh bien, le juge, on l'a déjà vu, hein, qui est capable de créer la norme, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de créer les motifs qui peuvent justifier le refus de visa. Je vous le disais, mademoiselle Maëva, là, ça Maëva, c'est une fille, ça, que l'ordonnance de 45 indique que le préfet a un pouvoir de délivrer le visa, donc on doit en déduire qu'il peut le refuser, sinon ça ne sert à rien. Mais l'ordonnance de 45 ne dit pas quels sont les motifs que peut retenir le ministre pour refuser un visa. Et donc, je vous le disais,
le Conseil d'État, dans cet arrêt de 75, se reconnaît un pouvoir qu'il exerce dans d'autres affaires. Il y aura un chapitre consacré à cette question un peu plus loin. Le Conseil d'État, donc, crée les motifs. Il dit, bah voilà, on va essayer d'interpréter l'intention. Alors là, c'est compliqué parce que c'est une ordonnance. L'ordonnance, il n'y a pas de travaux préparatoires. Il dit, on doit considérer, bon, c'est le Conseil d'État qui les crée en fait. Et donc, dans cet arrêt Rome-Paris-Film, le Conseil d'État juge que le ministre peut refuser le visa pour tout motif d'intérêt général. Tout motif d'intérêt général. Pas seulement, vous voyez, un motif d'ordre public. Sécurité, salubrité, tranquille. Tout motif d'intérêt général. Par exemple, dans un autre arrêt, Conseil d'État 8 juin 1979, Conseil d'État 8 juin 1979, Chabrol, du nom du réalisateur, Chabrol. Dans cet arrêt, le Conseil d'État a admis que le ministre avait pu interdire la diffusion d'un film, le visa, au motif que ce film, le film s'appelait Les Noces Rouges. Le film s'appelait Les Noces Rouges. C'était l'histoire de bourgeois qui avaient tué le mari de la femme. Et donc, le ministre avait pu refuser le visa de diffusion de ce film de Chabrol, Les Noces Rouges, parce que celui-ci traitait d'une affaire qui n'avait pas encore été jugée et désignait les coupables ou leurs mobiles. Donc l'affaire, c'était une affaire, c'était un film qui était tiré d'un fait divers, pas encore jugé, et Chabrol disait voilà, c'est lui ou elle qui a tué pour tel et tel motif. Donc, ouais, c'est 8 juin 1979. Ah, j'ai dit, vous voyez que c'est 78, monsieur? Alors, je crois que c'est 79. Hein. Moi, j'ai 8 juin 79. Je crois que c'est 8 juin 79. Et donc, et vous comprenez, les gens, le procès n'a pas encore eu lieu, 1900. Il n'y avait quand même pas beaucoup de films en 1879. Hein, mais donc le film désignait un coupable, alors que le procès n'avait pas encore eu lieu. Et donc, si le film a du succès, les gens, quand le procès arrive, vont dire bah, on sait qui est le coupable, je l'ai vu à la télé. Eh bien, ça, c'est un motif qui justifiait le refus de visa. Le visa sera délivré quand le procès aura eu lieu, quand on n'en parlera plus. Alors, il pourrait être inquiétant de reconnaître un tel pouvoir au ministre. Tout motif d'intérêt général peut justifier le refus de visa. Peut paraître inquiétant, parce que le ministre va porter atteinte à une liberté, même s'il y a un régime d'autorisation. À l'intérieur du régime d'autorisation, il y a la liberté d'expression. Mais le pouvoir étendu qui est donné au ministre est tout de suite atténué par le Conseil d'État. Ce pouvoir étendu donné au ministre est tout de suite atténué par le Conseil d'État, car le Conseil d'État précise qu'il exercera un contrôle complet sur le motif retenu par le ministre. Vous pouvez refuser un visa pour n'importe quel motif, mais sachez, ministre, que je visionnerai le film et je me montrerai très sévère sur le contrôle exercé. Et donc, normalement, ça doit inciter le ministre à faire attention avant de refuser un visa, parce qu'il sait qu'il va y avoir un recours et que le Conseil d'État sera extrêmement strict. Et ce n'est pas bon pour un ministre dans de tels domaines de voir ses arrêtés, ses décisions annulées. Alors, ce qui était intéressant, alors pour l'instant, je n'ai pas de jurisprudence, mais le code du cinéma qui a codifié donc l'ordonnance de 45 prévoit maintenant que le ministre peut refuser le visa ou subordonner sa délivrance à des conditions. Donc, c'est l'article L211-1. Le ministre peut refuser le visa ou le subordonner à des conditions, par exemple interdire au moins de 16 ans, etc., pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse, pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou du respect de la dignité humaine. Donc, vous voyez, ici, c'est plus tout motif, c'est pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou du respect de la dignité humaine.
C'est plus tout motif, comme dans l'arrêt Société Rome Paris Film. Donc, il faudra voir ce que fera le Conseil d'État de cette jurisprudence. Mademoiselle me dit, Athénie, je n'ai pas compris. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes dans un domaine de liberté d'expression. Et le cinéaste exprime sa liberté du commerce et de l'industrie également. Et on a un arrêt du Conseil d'État qui dit, voilà, le ministre peut refuser le visa pour tout motif d'intérêt général. C'est très, très large. Donc, ça paraît présenter un risque pour la liberté, puisque le ministre peut retenir n'importe quel motif. Ça, c'est l'aspect très hostile à la liberté, a priori. Mais, second temps, le Conseil d'État indique, et c'est un des chapitres que je verrai plus loin, le Conseil d'État indique qu'il exercera un contrôle entier sur le motif retenu par le ministre. Donc, si le ministre fait n'importe quoi, son refus sera annulé. Ça, c'est une garantie. Donc, d'un côté, pouvoir étendu, de l'autre côté, contrôle très étendu. Code du cinéma, oui. Bah oui, dignité humaine, ça ressemble beaucoup effectivement, à l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge, je pense, ouais. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une évolution dans cette jurisprudence. Je vous invite à lire un article de Madame Broyel. Camille Broyel, elle est professeure à Paris 2. Elle a écrit en 2017 un article intitulé L'indéfendable police du cinéma. AJDA 2017, page 1488. Donc Camille Broyel, L'indéfendable police du cinéma, AJDA 2017, actualité juridique de droit administratif, page 1488. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est son opinion, opinion argumentée sur du droit, bien sûr, mais c'est intéressant. Ce que note Madame Royel, c'est que dans un premier temps, le contentieux dans cette matière était le fait de sociétés de production, d'exploitants qui attaquaient un refus de visa. Donc le ministre met en cause la liberté et les producteurs attaquent le refus de visa. C'est le cas dans l'affaire Société Rome Paris Film, dans l'affaire Chabrol. Mais depuis une quinzaine d'années, ce sont des associations catholiques de protection de l'enfance qui attaquent des octrois de visa. Vous voyez, le recours devient un moyen de limiter la liberté. Le ministre a donné le visa, et ce sont des associations, il dit il n'aurait pas dû, ou il aurait dû restreindre un certain public, interdire au moins de 16 ans. Et Mme Broyel explique que le Conseil d'État se retrouve un peu dans une situation un peu en porte-à-faux. Auparavant, il était là comme le garant de la liberté. Et maintenant, on lui demande de restreindre la liberté. Broyel, oui, B-R-O-I-E-2-L-E-S. Il y a eu par exemple une affaire à propos d'un film qui a eu un grand succès à l'époque. Je ne l'ai pas vu, je le confesse, hein, c'est bien dommage, mais il est encore temps. C'est le film La vie d'Adèle du réalisateur Abdelatif Kechiche. Et dans cette affaire, le ministre donc avait interdit l'accès aux salles de cinéma aux mineurs de moins de 12 ans. Donc le film avait obtenu, La vie d'Adèle avait obtenu le visa, mais interdiction aux enfants de moins de 12 ans d'aller le regarder. Donc il y a un recours contre cette décision. Donc là, par une association qui dit moins de 12 ans, ce n'est pas assez. Et la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 décembre 2015, donc elle est saisie d'un recours par une association qui dit voilà, La vie d'Adèle, le ministre a autorisé sa diffusion, l'a interdit aux moins de 12 ans, il aurait dû prendre une mesure d'interdiction plus forte. Et la Cour administrative d'appel donne raison à l'association en disant ouais, il aurait fallu l'interdire, je crois, au moins de 16 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur lui-même, Abdelatif Kechiche, est d'accord avec la Cour administrative d'appel.
Il dit, moi, mon film aurait dû être interdit, non pas au moins de 12 ans, mais au moins de 16 ans. Eh bien, je suis ravi de vous avoir retrouvé, monsieur ou madame Sté. L'article est de madame Camille Broyel, Broie2LE. C'est un article à la JDA 2017, page 1488. Et l'article s'intitule « L'indéfendable police du cinéma ». Alors, bah non, parce que vous savez, le film, une fois quelqu'un me dit, mademoiselle me dit, mais est-ce que le producteur n'aurait pas pu lui-même émettre des restrictions sur l'âge? L'intérêt du producteur est que ce film soit vu par le maximum de monde. Alors parfois, quand on met interdiction au moins de 12 ans, on dit, oh là là, ça doit être pas mal, ça peut inciter les autres à y aller peut-être. Mais en général, les producteurs ne sont pas favorables à une mesure de restriction. Et en revanche, le réalisateur, lui, en plus, il intervient quand même longtemps après. Et le film n'est pas en salle quand il dit ouais, je suis d'accord. C'est 2 ou 3 ans après, je crois, hein. Donc, le film, de toute façon, n'est plus visible en salle, donc il prend un risque assez faible. La cour administrative d'appel, je ne pense pas que alors peut-être que j'ai pas poursuivi j'ai peut-être pas fait une recherche suffisante, mais moi j'ai cité un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une cassation. Il faudrait regarder, hein, mais il faudrait taper dans Légifrance vie d'Adèle et ça nous sortirait peut-être un arrêt du Conseil d'État. À ma connaissance, il n'y en a pas eu, mais peut-être que je me trompe. La cour administrative d'appel, c'est l'arrêt que j'ai cité, a dit effectivement, a donné raison à l'association, disant visa du film, mais interdiction au moins de 12 ans, compte tenu des scènes de sexe explicites, il aurait fallu interdire de manière plus sévère, interdire, je crois, au moins de 16 ans. Alors, section 5, le concours des mesures de police. Le concours des mesures de police, c'est une question que me posait tout à l'heure l'un d'entre vous. Enfin, c'est ce que ça voulait dire. On constate que nous avons 3 autorités de police administrative générale et une multitude de polices administratives spéciales. J'en ai pas la liste, personne. Donc, plusieurs autorités vont être amenées à intervenir, peut-être, sur les mêmes faits. Et donc, se pose le problème de la conciliation entre ces différentes mesures de police. Quand on voit la hiérarchie des normes, je crois que la personne qui me faisait la remarque tout à l'heure parlait de hiérarchie. On pourrait dire, ah bah, le Premier ministre est au-dessus, le préfet est en dessous, le maire, c'est déjà plus compliqué parce que le maire, il n'est pas en dessous, il est à côté. Il est dans une autre collectivité. Donc, la hiérarchie ne permet pas de régler ces questions. Alors, le Conseil d'État a rendu un arrêt de principe sur ce problème de conciliation, mais un arrêt de principe qui n'est pas très utilisable. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est un peu… bon, il est dans le GAJA, hein, c'est un arrêt important, il faut absolument le connaître, mais il n'est pas un arrêt de principe, c'est un arrêt qui nous permet de régler des questions. Vous voyez, on utilise cet arrêt, on a la solution et on peut l'appliquer aujourd'hui et dans des tas de domaines. Ce n'est pas le cas de cet arrêt. Alors, l'arrêt de principe, c'est un arrêt du Conseil d'État du 18 décembre 1959, Société Les Films Lutetia. Société Les Films, entre guillemets, Les Films, Lutetia, Lutetia, fermez les guillemets. C'est un arrêt qui est dans le GAJA. Donc, dans cette affaire, le ministre avait délivré le visa, c'est 18 décembre 1959. Donc, le ministre avait délivré le visa permettant la diffusion d'un film dans les salles françaises. Donc, le ministre police spéciale, ordonnance de 45. Et le maire d'une commune, autorité de police administrative générale, je ne sais plus quelle était la commune, le maire d'une commune, autorité de police administrative générale, interdit la diffusion du film dans sa commune. Il interdit la diffusion du film dans sa commune. L'exploitant de la salle ou le producteur introduit un recours contre cette décision qui l'empêche de gagner sa vie, parce que le film ne sera pas diffusé dans les cinémas de la ville. Et le Conseil d'État, donc la question se pose, est-ce que le maire
peut interdire la diffusion d'un film qui a été autorisé par le ministre. Est-ce que le maire, dans sa commune, peut interdire la diffusion d'un film dont la diffusion a été autorisée par le ministre sur le territoire national? La réponse est oui. Le Conseil d'État répond par l'affirmative. Voilà ce que dit le Conseil d'État dans le considérant de principe. Un maire, je cite le considérant, un maire responsable du maintien de l'ordre dans sa commune peut interdire sur le territoire de celle-ci, donc un maire responsable du maintien de l'ordre dans sa commune peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa a été accordé, mais, on arrive à l'important, mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux, donc est susceptible d'entraîner des troubles sérieux, donc ça c'est la première hypothèse d'intervention du maire, ou, seconde, ou d'être, à raison du caractère immoral du dit film, ou d'être, à raison du caractère immoral du dit film, et, deuxième élément, de circonstances locales préjudiciables à l'ordre public. Donc le maire peut interdire la diffusion du film dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux, ça c'est la première hypothèse. Et seconde hypothèse, ou d'être, deuxième hypothèse d'interdiction, ou d'être à raison du caractère immoral du dit film et de circonstances locales préjudiciables à l'ordre public. Voilà l'arrêt Société des films Lutetia. Ah bah, naturellement, demoiselle me dit, et la liberté d'expression. Bah, là est tout le problème, vous voyez. C'est pour ça que le Conseil d'État est en général sévère dans ces questions, même si en l'occurrence, il admet donc l'interdiction. Alors, on déduit de cet arrêt tout d'abord on déduit de cet arrêt de Société des films Lutetia que le maire, autorité de police administrative générale, peut aggraver une mesure de police prise par le ministre, aggraver, mais pas l'assouplir. Ça, c'est une première certitude. Donc, le maire, autorité de police générale, peut aggraver une mesure de police du ministre, mais ne peut pas l'assouplir. En d'autres termes, si le ministre a refusé la diffusion d'un film, a refusé son visa, le maire d'une commune ne peut pas dire, oh, mais moi, chez moi, les habitants sont très éclairés, etc., à tous les étages, le film peut être diffusé. Ça, ce n'est pas possible. Non, il faut que le maire fasse état de circonstances locales qui justifient une interdiction, mais pas, les circonstances locales ne peuvent pas justifier une autorisation alors que le ministre aurait refusé le visa. Ensuite, je vous l'ai dit, je viens de vous lire le considérant de principe, il y a deux motifs qui peuvent conduire le maire à interdire le film. Premier motif, trouble à l'ordre public. Alors ça, c'est pas une surprise, trouble sérieux. Ce n'est pas une surprise. Si en effet le film entraîne des bagarres entre les pros et les antis, bah, on est dans l'ordre de la police administrative classique, ça. Le maire doit veiller à l'ordre public, sécurité publique. Si des batailles rangées opposent les défenseurs du film et ses opposants, bah, le maire peut dire, moi j'interdis la diffusion du film. Ça, c'est un motif possible. Mais ce n'est pas ça qui fait que l'arrêt Lutetia est dans le gageat. Ce qui fait que c'est un grand arrêt, c'est la deuxième motif. Le maire peut aussi interdire le film en raison de circonstances locales, mais également du caractère immoral du film. Donc, le caractère immoral, je le disais hier, parce que le juge a toujours peur, le Conseil d'État a peur que les 37 000 maires de France deviennent gardiens de la moralité. Moralité ici, immoralité, etc. Donc, le Conseil d'État fait très attention. Donc, le caractère immoral ne suffit pas. Il faut également qu'il y ait des circonstances locales. Et caractère immoral et circonstances locales. Alors, l'arrêt Société des films Lutetia est l'arrêt de principe dans le gageat relatif au concours de mesures de police spéciale et de police générale. Police spéciale du ministre ici, police générale du maire. C'est l'arrêt de principe, il est dans le gageat.
Cela étant, c'est un arrêt de principe qui pose des problèmes parce que, c'est un arrêt qui pose des problèmes parce que, il n'a pratiquement pas donné lieu à application. Il doit y avoir eu un cas même, je suis même pas sûr. Un arrêt de principe qui est jamais appliqué, et puis vous comprenez bien que, heu, la conciliation entre les mesures de police spéciale et police générale va intervenir souvent parce qu'il y a une multitude de polices spéciales et l'immoralité, bah, c'est un élément assez réduit, vous voyez? Il y a pas beaucoup de polices spéciales qui posent des problèmes relatifs à un contrôle de la moralité. Quand on est dans les polices de l'eau, heu, eau potable et cetera, bah, il y a pas de problème d'immoralité. Donc comment on transpose cet arrêt de principe? Heu, il y a aussi un autre arrêt il y a un autre arrêt de principe qui est un arrêt du Conseil d'État. Eh ben, je vais vous dire, oui, ben, mmh, comment peut-il être arrêt de principe alors qu'il n'est pas utilisable? C'est pour ça que je vais vous en proposer d'autres et oui, je pense qu'il est dans le GAJA. D'abord, je l'ai dit au premier semestre, hein, le GAJA, ce sont les auteurs qui choisissent de mettre les arrêts dans le GAJA et les 2 membres du Conseil d'État à l'époque, les 2 membres du Conseil d'État et de l'université ont choisi cet arrêt sans doute parce que, bah, il était question de liberté, il était question c'est une affaire sans doute qui avait eu, un grand retentissement à l'époque, mais c'est un arrêt que les rapporteurs publics dans les affaires importantes que je vais vous citer maintenant n'utilisent jamais. Parce que les problèmes de conciliation se posent énormément depuis quelque temps en matière, par exemple, d'environnement. Voilà, la réalité ici n'est pas citée, hein, le Conseil d'État raisonne autrement. Non, je pense que s'il fallait mettre un arrêt de principe, moi je mettrais, mais on ne m'a pas demandé mon avis, hein, je mettrais l'arrêt du Conseil d'État, commune de Saint-Denis de, du 26 octobre 2011. Conseil d'État 26 octobre 2011, commune de Saint-Denis, que je vais citer dans 2 minutes. Enfin, je l'ai déjà fait là. Alors je ne me souviens plus, quelqu'un me dit quelles étaient les circonstances locales. Alors, je ne me souviens plus exactement, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que on pense que cette affaire, circonstances locales et caractère immoral, ça pourrait s'appliquer à un cas où, par exemple, un film est violemment hostile, à la religion catholique et que la commune a une signification importante pour la religion catholique. Par exemple, un film, violemment hostile à la religion catholique, eh bien, le maire de Lourdes, qui est une ville de pèlerinage, peut l'interdire. On pense que ça recouvre ça, mais ce n'est qu'une, je ne peux vous dire enfin, que faire des suppositions puisque j'ai pas d'arrêt. À Lourdes, voilà, c'est ça, oui. Exemple, oui. Dire voilà, c'est un film qui, est blasphématoire pour la Vierge Marie, et Lourdes, est le lieu de pèlerinage, à la Vierge, vie de ce pèlerinage, voilà. Mais ce n'est qu'une interprétation puisqu'il n'y a pas d'exemple d'arrêt d'application. Alors moi, c'est vrai que ça me donne, il y a très longtemps, c'est un arrêt que j'ai pas regardé de près depuis longtemps, mais je crois que dans ce film, dans cette affaire Société les films Lutetia, je me demande si c'était pas le film, mais j'ai peur de dire une bêtise et après ça va être mal interprété. On va dire: «Ah bah, il pense qu'à ça» ou mais, est-ce que c'était, alors c'était à Nice et quel était le titre du film? Heu, j'avais idée d'un titre, mais alors attends, est-ce que c'est ça? Alors je vais taper quand même. Oui, c'est ça. Le maire de Nice a interdit la projection du film Le feu dans la peau. Hem, alors je sais pas pourquoi, il considérait qu'à Nice, alors qu'est-ce que c'est ce j'ai jamais vu ce film, tiens. Le feu dans la peau. C'est un film de 54. Il n'a pas laissé des souvenirs impérissables, hein. Réalisateur Marcel Blisten, je ne connais pas. Heu, alors Thérèse, vendeuse dans un supermarché, rencontre et épouse un jeune campagnard qui fait son service militaire. Jusqu'ici, ça va quand même, hein. Installé dans la ferme de Louis Rabou et de son frère Célestin, qui sont-ils? Ah oui, Louis se révèle rapidement alcoolique, violent et volage, amant de nombreuses femmes et de la bonne Julia. De la bonne, je veux dire,
de la femme qui fait office de bonne. Un soir, Louis est retrouvé mort d'une chute dans les rochers. La gendarmerie conclut un accident. Célestin prend en quelque sorte la place de son frère, tombant amoureux de Thérèse et devenant l'amant de... Oh là, c'est très compliqué quand même. Et devenant l'amant de Julia. Oui, d'accord. Un soir arrive Pierre Vauboin, un mauvais mais charmant garçon. Ah oui. Ancien camarade de régiment de Louis. Là, c'est une histoire à dormir debout. Thérèse devient sa maîtresse. La même Thérèse, mais ça fait combien ça? Et ils vont s'installer en ville où Pierre est bientôt arrêté et emprisonné pour trafic de devises. C'est une histoire poussée par la jalousie. Julia, donc c'est la bonne ça, répand le bruit que la mort de Louis ne serait pas accidentelle. Alors après, il est dit dans la fiche Wikipédia, hein, ce film est l'objet d'un célèbre arrêt du Conseil d'État. C'est le maire Jean Médecin qui avait interdit qui jugeait le film immoral. Voilà, et alors attendez, je regarde quand même une petite chose. Bah, vous voyez, c'est un truc que je n'avais pas regardé depuis longtemps. Et le Conseil d'État a bien confirmé l'interdiction du film, vous voyez, ce qui est assez surprenant hein, quand on voit l'histoire. Vous voyez, vous voyez, bah, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire quelle conclusion peut-on tirer d'un arrêt pareil? Il n'y avait rien, a priori, de particulier à Nice qui justifiait que le maire interdise le film, et pourtant le Conseil d'État a admis l'interdiction. Bon, en tout cas, cet arrêt, je vous dis, n'a pas fait l'objet d'arrêt ultérieur, donc c'est difficile d'en faire un arrêt de principe. Je vous disais que la Société des films Lutetia statue sur la conciliation entre le pouvoir de police spéciale et un pouvoir de police générale, administratif général, mais il y a aussi un arrêt de principe sur la conciliation entre deux polices générales. C'est un arrêt du Conseil d'État qui est dans le Gaja, arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1902, Conseil d'État 18 avril 1902, commune de Néry, N-E-R-I-S, je crois qu'on ne prononce pas le S, les Bains, Néry-les-Bains. C'est dans l'Allier. C'est un arrêt du Conseil d'État du 18 avril. Oui, comme vous dites, monsieur, c'est rocambolesque. Ouais. Commune de Néry-les-Bains. La commune de Saint-Denis, je vais en parler après. Du point de vue du droit administratif, on est au max. Ouais. Oui, bah, je me suis permis d'aller voir. Je n'avais jamais lu cette. Je n'ai jamais vu le film. C'est bien ça, parfois, d'avoir des approches concrètes. Alors, dans cette affaire commune de Néry-les-Bains, le préfet de l'Allier avait pris un arrêté interdisant les jeux d'argent dans les lieux publics, sauf dérogation, accordée par le ministre pour les stations thermales. Interdiction des jeux d'argent dans les lieux publics, sauf dérogation accordée par le ministre pour les jeux d'argent par le ministre dans les stations thermales, stations de cure. C'est un arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1902. Et donc, le préfet de l'Allier dit, voilà, j'interdis les jeux d'argent parce que ça provoque des bagarres, etc. Sauf dérogation accordée par le ministre pour les stations thermales. Et le maire de Néry-les-Bains, qui est une ville de cure de stations thermales, interdit les jeux d'argent dans les lieux publics sans restriction. Le Conseil d'État juge que l'arrêté du maire est légal, puisque là encore, le maire a aggravé la mesure du préfet, il ne l'a pas assouplie. Vous voyez, le préfet lui considère en tant qu'autorité de police générale que l'ordre public exige une interdiction, mais qu'éventuellement il peut y avoir des dérogations. Et le maire, qui lui apprécie l'intérêt général plus près, lui, dans sa commune, considère qu'il ne doit pas y avoir de dérogation. Il peut le faire. Il n'aurait pas pu assouplir. Il n'aurait pas pu dire, moi, chez moi, c'est une station thermale, mais on peut jouer. Il n'y a aucun problème. Pas besoin de dérogation du ministre. Voilà, ce sont les deux arrêts de principe, vous voyez, sur la conciliation entre police spéciale et générale et police générale et générale. Alors, quelqu'un va me dire, mais vous n'avez pas d'arrêt sur la conciliation entre les pouvoirs de police spéciale. Non, j'en ai pas ici. Mais normalement, le problème ne doit pas se poser parce qu'en droit français, il y a un principe d'indépendance des législations. Chaque police est dans son couloir, en quelque sorte. Police spéciale. Je peux répéter. Oui, je peux répéter. Ce que je disais, c'est que le préfet de l'Allier a pris un arrêté interdisant les jeux d'argent dans les jeux d'argent dans les lieux publics,
sauf dérogation accordée par le ministre pour les stations thermales. Le maire de Néry-les-Bains, qui est une commune dans laquelle se trouve une station thermale, interdit les jeux d'argent dans les lieux publics, sans dérogation. Donc, c'est plus dur. Eh bien, comme dans l'affaire Lutetia, le maire a pu aggraver la mesure prise par le préfet, pas l'assouplir. Néry, Néry-les-Bains, oui. N-E-R-I-S. Voilà, oui, c'est les deux arrêts de principe. Vous constaterez également, je vous l'ai dit hier, que dans l'arrêt Société des films Lutetia, le Conseil d'État indique que le maire peut interdire le film en raison de son caractère immoral et de circonstances locales. Il faut rapprocher cet arrêt de commune de Morsan-sur-Orge. On rappelle hier, dans Morsan-sur-Orge, le maire peut interdire le spectacle de lancer de nain, même s'il n'y a pas de circonstances locales. Si le Conseil d'État dit ça dans l'arrêt 95, c'est en rapprochement avec Lutetia. Lutetia, il faut que le film soit immoral et piquer les circonstances locales, alors que commune de Morsan-sur-Orge, la dignité de la personne humaine est la même à Morsan-sur-Orge et à Épinay-sur-Orge. Le spectacle est interdit. Il n'y a pas d'appréciation locale. Dans un commentaire, il faudrait le dire, ça. Comment ça se fait que le Conseil d'État, dans Morsan-sur-Orge, prend la peine de dire, même en l'absence de circonstances locales? Parce qu'en 59, dans l'arrêt de principe, il vise les circonstances locales pour admettre l'interdiction d'un film immoral. Non, je disais, oui, il faut rapprocher les deux arrêts parce que vous irez lire l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge. Je vous ai lu le considérant de principe hier. Et je vous dis, le maire dit, le Conseil d'État dit, le maire pouvait interdire le spectacle de lancer de nain, même en l'absence de circonstances locales. La question, c'est comment ça se fait que le juge prend soin de dire, même en l'absence de circonstances locales? Eh bien, c'est parce que dans l'arrêt de 59, qui est un arrêt de principe, Société des films Lutetia, que tout observateur du droit administratif connaît par cœur, le Conseil d'État n'a admis l'interdiction d'un film immoral que s'il y a des circonstances locales. Donc l'immoralité en soi, le film Le feu dans la peau, il doit être aussi immoral à Nice qu'à Cannes ou à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Mais non, là, le Conseil d'État n'admet l'interdiction du film qu'à Nice en raison de circonstances locales, sur lesquelles il ne s'explique pas d'ailleurs. Alors que dans l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge, le lancer de nain porte atteinte à la dignité de la personne humaine en soi, et la dignité n'est pas différente à Épinay-sur-Orge, à Morsan-sur-Orge, à Fontainebleau, etc. Vous voyez. Et donc, je vous dis, il faut rapprocher les deux arrêts pour dire, ah bah oui, je comprends pourquoi que dans Morsan-sur-Orge, il parle des circonstances locales, parce qu'il en parlait dans l'arrêt Société des films Lutetia pour restreindre le pouvoir du maire. Génial. Alors, l'arrêt de Saint-Denis, voilà, je vois, là, vous voulez absolument. Général, oui. Oui, oui, pardon, général, oui. Oui, oui, dans Néry-les-Bains, c'est général, hein, c'est le préfet police général, le maire police général. Dans Lutetia, c'est le ministre police du cinéma, police spéciale, le maire police général. Alors, donc je vous disais, cet arrêt, je terminerai là-dessus, je crois que d'ailleurs, enfin, je vais encore en citer un, mais je crains fort que vous ne deviez attendre la semaine prochaine pour avoir commune de Saint-Denis, mais depuis quelques années, Saint-Denis, là où il y a le Stade de France, ouais. Non, parce que Morsan-sur-Orge n'abroge pas la jurisprudence Lutetia, parce que ce n'est pas le même problème. Vous voyez, dans l'affaire Morsan-sur-Orge, il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas un arrêté du ministre, police spéciale du spectacle de lancer de nain, etc. Donc, ce n'est pas le même problème. Alors, depuis une quinzaine d'années, ce problème de conciliation des mesures de police se pose à nouveau. Quinzaine d'années, et notamment en matière d'environnement. Antenne de téléphonie mobile. Il y a des gens qui disent, attention, si vous êtes à proximité d'une antenne de téléphonie mobile, ce n'est pas bon pour la santé. OGM, organisme génétiquement modifié quand c'était autorisé en France. Compteur Linky. Vous avez vu des gens qui s'opposent à l'installation de compteurs Linky. Il y a des maires qui ont pris des arrêtés interdisant les compteurs Linky. Glyphosate.
produits qui permettent de détruire les mauvaises herbes. Il y a des maires qui ont pris des arrêtés, d'autant plus qu'interdisant. Donc, dans tous ces cas que je vais voir maintenant, il y a une autorisation. Vous ne pouvez pas vendre du glyphosate en France sans avoir une autorisation. Vous ne pouvez pas cultiver des OGM sans avoir une autorisation. Vous ne pouvez pas installer une antenne de téléphonie mobile. Donc, à chaque fois, il y a une police spéciale. Mais le maire dit, moi, je pense qu'il y a des risques pour la santé. Donc, vous voyez, c'est un problème depuis une quinzaine d'années qui se pose fréquemment, d'autant plus qu'il y a des mouvements de maires, sans doute politiquement identifiés, mais peut-être même pas forcément, qui vous voyez, sont hostiles au glyphosate. C'est un traitement pour les produits phytopharmaceutiques pour les mauvaises herbes. Ils disent, voilà, on prend des arrêtés anti-glyphosate. Et il y a en France 200 arrêtés pris par 200 maires différents interdisant le glyphosate. Et le juge est saisi de ces... Alors, souvent, le Conseil d'État sanctionne, le maire n'avait pas le droit. Mais ça a de la portée, quoi, parce que ça joue sur l'opinion. C'est un élément politique. Alors, vous voyez, je vous le dis dès maintenant, quand le maire prend un arrêté interdisant un produit phytopharmaceutique qui s'appelle le glyphosate, alors que le ministre a autorisé la commercialisation du glyphosate, est-ce que le maire a le droit de le faire? L'arrêt Lutetia ne va pas nous être d'une grande utilité. Est-ce que le maire peut interdire le glyphosate en raison du caractère immoral et des circonstances locales? Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas transposable. Alors, premier exemple de cette conciliation avec des arrêts qui sont beaucoup plus efficaces, c'est un arrêt du Conseil d'État, et je terminerai là-dessus. C'est un arrêt du Conseil d'État du 2 décembre 2009, Conseil d'État 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne. Commune de Rachecourt-sur-Marne, R-A-C-H-E-C-O-U-R-T, sur Marne. C'est la requête numéro 309 684. Et dans cette affaire, le préfet a la police de l'eau, police de l'eau destinée à la consommation humaine. Vous voyez, quand on identifie une source, un point de captage d'eau, le préfet détermine un périmètre de protection immédiate autour du point de captage. On va faire 20 mètres de diamètre, 40 mètres, 50 mètres. C'est des experts qui vont dire, pour bien protéger le point de captage, il faut 20 mètres, 15 mètres. Périmètre de protection immédiate. Et dans ce périmètre, les terres seront expropriées. On ne cultivera plus rien. Donc, on ne polluera pas l'eau. Le préfet peut, si ce n'est pas suffisant, instituer un périmètre de protection rapproché. Donc, c'est après, immédiate expropriation. Ensuite, périmètre de protection rapproché. Et dans ce périmètre, le préfet pourra interdire ou réglementer les activités pour empêcher la pollution de l'eau, puisque c'est de l'eau destinée à la consommation humaine. Et puis enfin, le premier périmètre est obligatoire, le deuxième est facultatif. Si le premier est suffisant, il n'en fait pas de deuxième. Et le troisième est facultatif également, bien entendu. Le préfet peut instaurer un périmètre de protection éloigné, dans lequel les activités seront réglementées. Donc, rapprochées, interdites ou réglementées. Interdite, c'est plus fort. Éloignées, les activités pourront être réglementées. Donc, protection immédiate, les terrains sont expropriés. Protection rapprochée, les activités sont interdites ou réglementées. Protection éloignée, les activités sont réglementées. C'est un arrêt du Conseil d'État du 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne. Alors, le maire de Rachecourt-sur-Marne constate que l'eau que consomment ses habitants est polluée. Elle comporte au moins 50 mg de nitrate par litre. Le nitrate, c'est un engrais qui est utilisé par les agriculteurs. Donc, le maire dit, voilà, chez moi, dans l'eau qui est consommée par les habitants, là, qui vient de cette source, comporte 50 mg de nitrate par litre. Or, selon les textes de l'Organisation mondiale de la santé, les directives européennes, le Code de l'environnement, une eau est polluée quand elle comporte
50 mg de nitrate par litre. Donc, le maire saisit le préfet et lui demande de revoir les périmètres, car il a été établi par une expertise que le nitrate qui pollue l'eau vient de la culture réalisée par un agriculteur, pas loin de la source. Il cultive, il sème du nitrate, c'est ça qui fait qu'il y a du nitrate dans l'eau. Donc le maire saisit le préfet, autorité de police spéciale, et lui dit: vos périmètres ne sont pas assez protecteurs. Il faut élargir le périmètre de protection immédiate, ou il faut créer un périmètre de protection rapproché pour interdire à l'agriculteur de cultiver ces terres. Le préfet n'agit pas. Le préfet n'agit pas. Donc le maire, autorité de police générale, prend un arrêté interdisant à l'agriculteur de cultiver les terres qui sont à proximité de la source. Donc le maire prend un arrêté interdisant à l'agriculteur de cultiver les terres qui sont à proximité de la source. L'agriculteur attaque l'arrêté du maire et soutient que c'est le préfet qui est compétent. Et le maire ne pouvait pas agir, c'est le préfet qui, en vertu du code de la santé publique, je ne l'ai pas dit, mais les périmètres, tout ça, c'est prévu par le code de la santé publique, c'est l'article L 1321-1, je crois, du code de la santé publique. Donc, c'est le préfet qui doit agir, on lui a demandé, il n'a rien fait, le maire ne peut pas agir. Et dans ses conclusions, le rapporteur public, donc dans ses conclusions, le rapporteur public, M. Guillaumard, c'est lui qui a conclu sous l'affaire Arcelor, par exemple, Guillaumar, le rapporteur public, Guillaumard, a considéré que dans un tel cas, quand il existe une police spéciale, c'est le préfet qui a la police spéciale de l'eau, qui lui permet d'instaurer des périmètres, etc. Quand il existe une police spéciale, le maire, autorité de police administrative générale, ne peut intervenir que s'il y a péril imminent. Le maire ne peut intervenir que s'il y a péril imminent. Vous voyez, ça, c'est plus parlant. Péril imminent, c'est les risques pour la santé. Cela étant, dans cette affaire, M. Guillaumard estimait qu'il n'y avait pas de péril imminent. Il dit: il n'y a pas de péril imminent parce que si c'est un péril imminent pour les gens, ce n'est pas interdire à l'agriculteur de cultiver qu'il faut faire. Parce que ça ne prendra effet que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il faut leur interdire de boire l'eau tout de suite. Mais le Conseil d'État, de ce point de vue-là, ne l'a pas suivi. Le Conseil d'État l'a suivi sur la conciliation. Il dit: voilà, quand il existe une police spéciale, l'autorité de police générale ne peut intervenir qu'en cas de péril imminent. Mais le Conseil d'État, lui, a considéré qu'en l'occurrence, il y avait péril imminent, justifiant l'arrêté du maire. Si M. Guillaumard était plus sévère à l'égard du maire, hein, voilà, une conception plus stricte du péril imminent, c'était dans l'intérêt des maires. Parce que si le maire peut agir facilement, si on entend le péril imminent de manière très souple, eh bien, si le maire n'agit pas, et s'il y a des blessés, des morts par intoxication, sa responsabilité pourra être engagée. Donc, vous voyez, c'était protéger le maire que cherchait M. Guillaumard en disant: bon, le maire peut intervenir en cas de péril imminent, mais selon moi, il n'y a pas péril imminent. Le Conseil d'État ne l'a pas suivi. Voilà le premier jalon de la jurisprudence qui est beaucoup plus utilisable. Et je verrai d'autres applications, notamment Commune de Saint-Denis la prochaine fois, car il est 54 et j'imagine que vous avez un autre cours après. Je ne sais pas, vous avez un autre cours dans 5 minutes, non? Ah, droit des affaires, d'accord. Droit des affaires, oui, d'accord. Qui fait ça maintenant? C'est monsieur Berlioz? Ah, madame Payet, d'accord. On va présenter lui mes amitiés. Très bien, bon courage pour la suite. J'espère qu'on va se voir lundi prochain, puis même mardi prochain, hein, parce que moi, en Zoom, ça me permet de ne pas bouger, mais ça me déprime un peu quand même d'être là tout seul sans voir personne. Bien, bonne journée et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur,